Super. Bon alors, bonsoir à tous. Vraiment, je suis super content de vous retrouver ce soir. Puisque, comme vous savez, ça y est, j'ai dépassé les 500 abonnés sur la chaîne V-Retro Computing. Et puis même, on est arrivé à 520. Alors, pour marquer ce petit clin d'œil par rapport à l'Atari ST, l'Atari 520 ST, je me suis dit, ça sera l'occasion de faire un live pour les 520 abonnés. Alors, d'abord, je tiens surtout à vous remercier. Vraiment à vous remercier depuis 2 ans et demi que j'ai ouvert la chaîne. Je vous remercie vraiment de m'avoir soutenu. Parce que c'était pas évident au début. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir une chaîne comme ça pour parler des choses qui m'intéressent. Et puis petit à petit, vous êtes arrivés tous les uns après les autres. Donc vraiment, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver ici. Euh, donc en fait, je vais juste vous parler un petit peu de l'origine de cette chaîne. En fait, ça s'est passé en 2017. Figurez-vous que je connaissais très peu YouTube hein, à l'époque. Pour moi, c'était surtout un outil pour du divertissement. Je regardais le joueur du grenier, je regardais des vidéos diverses et variées, mais j'avais jamais pris le temps de regarder tout ce qui était disponible sur YouTube. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait vraiment un contenu de qualité assez phénoménal, notamment sur des vidéos éducatives. Par exemple, là, je pense à la chaîne Science Étonnante, qui m'a vraiment étonné dans, pour tout ce qui est vulgarisation scientifique. Vraiment une chaîne de grande qualité. Puis en cherchant un petit peu, j'ai vu aussi d'autres chaînes qui m'ont vraiment interpellé. Je pense à par exemple The 8-Bit Guy, qui bricole chaque jour plein de machines. Et d'autres chaînes comme ça que j'ai découvertes petit à petit et dont je pense que je vous en parlerai au fur et à mesure des vidéos. Parce que vraiment, ça a été de belles découvertes. Donc du coup, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais parler des choses qui m'intéressent, hein, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je bidouille avec l'Atari ST, donc il y aurait des choses à montrer, des choses qui sont assez intéressantes. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Donc d'abord je me suis dit, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le projet Emutos, je me suis dit la première des choses que je veux absolument montrer, c'est montrer qu'on peut facilement tester Emutos sur un vrai Atari ST. Donc en fait, pour ceux qui ne sauraient pas encore, Emutos en fait c'est un système d'exploitation qui est compatible avec le TOS de l'Atari ST. Et le gros intérêt d'Emutos, c'est que c'est un logiciel libre. Donc en fait, n'importe qui peut l'utiliser, mais peut aussi récupérer ses sources, le modifier, le recompiler. Donc c'est ça son intérêt. Et il prend aussi beaucoup d'intérêt avec les émulateurs, c'est ce dont je vous parlerai par la suite. Donc c'est vrai que parfois, vu que le TOS d'Atari, il est en ROM, c'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent qu'il faut obligatoirement remplacer la ROM de son Atari ST pour tester Emutos, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, Emutos aussi, il est fourni sous forme de .prg, donc d'un programme comme un autre, ce qui fait que si on prend le fichier PRG d'Emutos et qu'on l'exécute sur n'importe quel Atari, on peut tester le système d'exploitation. Donc c'était l'une des premières choses que j'ai souhaité montrer en vidéo. Mais je me suis dit, mais si je veux commencer à parler de ça, il faut d'abord comment je montre comment transférer un programme, par exemple d'un PC sur lequel on aura téléchargé Emutos ou d'autres programmes, comment est-ce qu'on les télécharge sur un vrai Atari. Et donc pour commencer à parler de ça, je me suis dit, il faut d'abord que je commence à parler des disquettes. Donc c'est pour ça que mes premières vidéos parlaient de disquettes. Et ainsi de suite, je me suis dit, je vais dérouler le fil comme ça, pour plus tard arriver à des choses qui sont un petit peu plus, on va dire un petit peu plus compliquées, mais un peu différentes, comme par exemple la programmation, comme tout ce qui est assembleur, tout ce qui est aussi C avec le compilateur GCC, et tout ce qui va avec derrière. Donc je vous parlerai beaucoup de l'Atari ST, puisque ça reste ma machine de prédilection, mais pas seulement. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité ne pas mettre
Atari dans le nom de ma chaîne. Bon, tout d'abord pour des raisons de copyright, mais aussi parce que je voulais pas me limiter à une machine. Donc comme vous avez vu, j'ai aussi fait quelques vidéos sur Amiga. Alors soyons clairs, hein, moi je suis vraiment un atariste. Je connais un petit peu l'Amiga parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'en a beaucoup parlé quand j'étais jeune. Mais en fait, l'Amiga, c'est une machine que je connais à peine. Et j'ai fini par acheter un Amiga il y a quelques années, simplement par rapport au projet Vampire, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Donc c'était pour tester un certain nombre de choses. Je voulais absolument tester la carte Vampire avec son processeur 68080. Donc c'est pour ça en fait que j'ai acheté un Amiga. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion, ça sera l'occasion de faire des vidéos dessus. Mais bien sûr, ma machine de prédilection, la machine que je connais bien, c'est l'Atari ST. Il y aura aussi des vidéos sur le développement moderne. Donc là, ça ne sera pas du rétro. Mais si on veut pouvoir si on veut pouvoir développer des applications pour des machines anciennes, eh ben, il faut pouvoir aussi savoir manipuler les outils modernes. Donc il y aura un petit peu de tout. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ma chaîne, c'est-à-dire lier à la fois le vieux et le nouveau, en fait. À la fois les vieilles machines, mais les outils de développement modernes. Voilà. Donc voilà, après cette petite introduction, ben, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la chaîne et de regarder un petit peu, ça permettra de revoir un petit peu les différentes vidéos. Alors avant de passer à ça, je veux surtout vous remercier parce que je vois que vous êtes déjà nombreux. Je vois que vous êtes 21 en direct maintenant, donc je suis un peu impressionné. Mais je sais que bon, on est tous ici en famille et que vraiment on est là pour passer un bon moment. Alors, je change un petit peu. Voilà. Et donc sur la chaîne, bon, ben, vous la connaissez bien maintenant. Et oui, on voit qu'on est en live, donc si certaines personnes peuvent découvrir le live, ce sera parfait. Donc si je reviens sur l'onglet à propos, ben, c'est ce que je viens de vous dire, donc utiliser de nos jours les ordinateurs populaires des années 80, donc l'Atari ST, mais pas que, l'Amiga et probablement d'autres. Des modifications hardware, alors sachez que moi je suis pas vraiment quelqu'un qui est viré dans le hardware. J'ai fait quelques bidouilles, quelques soudures, mais ça va pas plus loin. Par contre, je vois beaucoup sur Facebook, beaucoup d'entre vous qui font des trucs incroyables avec des modifs hardware sur des cartes, avec des ports IDE sur STE, des trucs de ce genre. Donc je suis vraiment impressionné de tout ce que je vois sur Facebook, notamment sur YouTube aussi. Donc ça, j'en ferai la pub, mais je ne pourrais pas vous en parler plus que ça parce que c'est pas ma partie. Moi, c'est vraiment plutôt quelques bidouilles logiciels et le développement. Mais on aura l'occasion d'avancer ensemble. Parce que aussi l'intérêt d'une chaîne de ce genre, c'est que ça nous permet de nous retrouver tous en communauté. Et on peut les uns les autres en profiter pour avancer, pour se faire avancer les uns les autres. Voilà. Donc développer pour ces machines avec des outils modernes. Donc si je reprends un petit peu les vidéos, donc maintenant ça commence à en faire un bon paquet, il y en avait peut-être, ça fait environ une quarantaine. Donc on voit que la première vidéo que j'avais tournée, donc c'était à la fin des vacances d'été, j'avais préparé ça un peu à l'arrache. En fait c'était ma première vidéo à l'arrache, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous montrais qu'en fait c'est très simple de télécharger un logiciel et de le transférer sur une disquette Atari, puisque l'Atari ST a des disquettes qui sont compatibles PC. Alors ça aussi vous pourrez me le dire dans le chat. En fait il se trouve que moi j'ai un STE qui a, enfin tous les STE ont un TOS 1.6 par défaut. Et je suis pas certain que cette bidouille fonctionne avec les STF qui ont un TOS plus ancien. Je suis pas sûr que les STF puissent facilement lire les disquettes PC. Donc ça, vous pourrez me le dire. Et en effet, je réponds à Webar67, le même polo. En effet, c'était mon polo fétiche, celui que j'avais mis pour la vidéo d'intro. Et je me suis dit, bah, ça m'a porté chance, donc je vais le remettre ce soir. Donc, bien vu.
Ouais, donc au début ça commençait avec l'Atari ST, mais ensuite je me suis dit, mais pour pouvoir transférer une disquette, il faut déjà l'avoir formatée. Donc dans cette première vidéo, je vous avais montré comment formater une disquette sous Windows. Donc dans la seconde, je vous ai montré comment faire la même chose sous Linux, parce que alors moi personnellement, j'utilise en pratique Windows au quotidien, mais pour tout ce qui est des développements, j'utilise à la fois Windows ou Linux. Tous les jours, je travaille sur des serveurs Linux avec SSH. Donc vraiment, moi je suis quelqu'un qui utilise vraiment à la fois les deux systèmes, à la fois Windows et Linux. Ensuite, vu que je vous avais montré l'Atari ST, je vous ai montré comment ça se passait sur l'Amiga. Donc d'abord avec CrossDOS, puisque vraiment le gros intérêt L'intérêt de l'Amiga, c'est qu'il a un lecteur de disquette, enfin plutôt un contrôleur de disquette qui est très basique. Alors ça peut être à la fois un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, puisque le lecteur de disquette de l'Amiga peut lire à la fois les disquettes de l'Amiga, mais aussi celles de l'Atari ST. Donc par défaut, Amiga OS ne permet pas de lire les disquettes Atari, mais à partir d'Amiga OS 2.1, il y a cet outil, CrossDOS, qui est fourni, un standard, et donc qui permet de lire les disquettes PC et Atari. Donc je voulais vous montrer ça, et j'avoue que vous avez peut-être, pour ceux qui ont regardé les vidéos, vous avez peut-être vu qu'il y avait quelques longueurs, et je dois avouer que je l'ai fait exprès, pour que vous voyez comment c'est la galère d'utiliser un Amiga. Comment c'est la galère d'utiliser un Amiga quand on n'a pas de disque dur, parce qu'évidemment quand on a un disque dur, là c'est tout autre chose, là c'est vraiment un ordinateur moderne. Mais avec un Amiga de base, avec juste des lecteurs de disquettes, surtout quand on n'a qu'un seul lecteur de disquette, c'est assez la galère. Donc c'est pour ça que je tenais à vous montrer ça, donc tout d'abord avec CrossDOS, et ensuite pour des images de disquettes entières avec TransADF. D'ailleurs, les images de disquettes, vous l'avez vu, c'est quelque chose de très important, parce que les émulateurs fonctionnent toujours avec des images de disquettes. Donc si je voulais vous parler des images de disquettes avec les émulateurs, il fallait absolument que je vous montre d'où venaient ces images. Ensuite, les émulateurs, ils fonctionnent aussi avec des ROM. C'est pour ça que je vous ai montré comment dumper la ROM de votre propre Atari ST. Et par la suite aussi comment dumper la ROM de l'Amiga. Et ensuite, la fameuse vidéo que j'avais prévu de vous montrer dès le début, c'est tester Emutos sur un vrai Atari ST, pour vous montrer que, en fait, c'est très simple, il suffit d'utiliser ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Ensuite, je continue avec les images disques. Donc les images disques pour Atari qui sont au format MSA, puisque MSA c'est l'outil le plus populaire. On les retrouve aussi sous forme ST principalement avec les émulateurs. Ensuite les lecteurs de disquettes USB, parce que c'est vrai que on sait bien que les lecteurs de disquettes USB ne permettent pas de faire fonctionner toutes les disquettes Atari, puisque la plupart des jeux sont sur des disquettes 10 secteurs. Qui ne sont pas lisibles avec les lecteurs USB. Par contre, avec les disquettes 9 secteurs, qui sont la plupart des disquettes d'utilitaire, ça fonctionne bien, à condition d'avoir un lecteur de disquettes qui lit les disquettes double densité. Et donc, comme j'ai acheté le mien il y a 10 ans, je pense que j'ai eu de la chance et ça marche. Et en effet, j'ai vu ce que vous m'avez rapporté dans les commentaires, c'est pas forcément le cas. C'est pas le cas forcément avec tous les lecteurs qui sont vendus aujourd'hui. Ensuite, je vous ai fait une petite série sur les manettes, parce que j'aime bien les manettes, et aussi par rapport à la Sega Master System. En fait, ça a été ma première console, et je me suis beaucoup amusé dessus, et j'avais été très étonné de voir que les manettes de la Sega Master System fonctionnaient sur l'Atari ST. Donc en fait, ce que vous voyez ici, la manette de la Sega Master System, ça a été ma première manette pour Atari ST, et je l'ai utilisée pendant un certain temps. Et donc ce qui m'avait permis, donc vous avez vu, de voir que le bouton 2 n'était pas utilisé sur l'Atari ST, puisque l'Atari ST ne traite qu'un seul bouton, mais que le bouton 2 pouvait quand même servir dans des cas très particuliers, ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Ça a été aussi l'occasion de continuer sur les manettes, plutôt cette fois-ci sur l'intérieur, avec le nettoyage, et aussi de vous montrer comment j'avais bricolé une manette Super Nintendo pour la convertir en manette Atari. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait ma manette Sega, elle était déjà
pas en très grande forme à l'époque. Et puis c'est une manette qui a une croix qui est pas terrible. Et puis c'est l'époque où j'ai malheureusement vendu ma Master System pour pouvoir acheter une Super Nintendo. Et il se trouve que la manette de la Super Nintendo est vraiment une super manette. Même aujourd'hui, elle est encore tout à fait reconnue par rapport à ça. Donc j'avais malheureusement modifié, donc abîmé une manette Super Nintendo pour la transformer en manette Atari, ce que je vous ai montré sur cette vidéo. Et en fait, tout ça, c'est la manette avec laquelle j'ai toujours joué sur l'Atari ST. Donc, c'était vraiment ma manette fétiche. Donc, je la laissais seulement quand je jouais avec mon frère. Par exemple, à Kick-Off, où on a beaucoup joué, ou alors à Lethal XS. C'est mon frère qui prenait la manette Super Nintendo, et moi, je prenais la manette Sega. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passait. Donc j'espère qu'un jour mon frère sera disponible pour qu'on puisse vous faire un live en jouant à Lethal XS par exemple. Parce que vraiment, dans notre jeunesse, c'était vraiment l'un de nos jeux favoris. Donc concernant les jeux, je vous ai fait un petit épisode spécial sur Alex Kidd, puisque en fait je vous ai dit que la Master System c'était mon premier, ça a été ma première console et Alex Kidd ça a été mon premier jeu. Je vous parlerai d'ODT une autre fois. Donc ensuite sur la Super Nintendo à l'époque, les jeux coûtaient super cher. Donc j'en ai eu quelques-uns, mais juste une poignée parce qu'en fait, voilà, c'était pas vraiment abordable. Et donc de nos jours, les linkers se sont démocratisés. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le Super UFO, donc un linker pour Super Nintendo. Donc d'une part, parce qu'on voit que ça permet de démystifier complètement les ROM des consoles, mais aussi là où ça m'intéresse plus, c'est que ça permet de programmer soi-même pour les consoles. Alors personnellement, j'ai jamais programmé pour la Super Nintendo, donc ça sera l'occasion de découvrir un jour et l'occasion de faire des vidéos. En revanche, j'avais commencé à programmer un petit peu sur la Game Boy Advance, qui est une machine qui est particulièrement puissante puisqu'elle a un processeur RISC et qui est très sympa. Mais en fait, j'avais juste commencé à bricoler un petit peu avec la Game Boy Advance et c'est à cette époque que j'ai replongé en fait dans l'Atari ST parce qu'en fait, je voulais apprendre à utiliser GCC et ça a été toute une autre aventure. J'aurai l'occasion de vous détailler ça dans de futures vidéos en détail. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le TO8. Alors le TO8, en fait, c'est pas un ordinateur que j'ai utilisé. En fait, c'est juste l'année où j'ai quitté le lycée. Il se trouve que j'avais un ami qui voulait vendre son TO8. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'était sur son prédécesseur, le TO7 que j'avais appris à programmer à l'époque de l'école primaire, à la fois en langage Logo, mais aussi en basique. Et du coup, je m'étais dit que le TO8, ça aurait été l'occasion de redécouvrir un petit peu tout ça. Donc en pratique, je l'ai démarré, j'ai vu un peu ce que ça donnait, mais en fait, cette machine, j'en ai quasiment rien fait. Mais quand le jeu Mission Liftoff est sorti, franchement, il m'a vraiment bluffé, et donc j'ai tenu à lui rendre hommage. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo sur Mission Liftoff. Ensuite, il y a eu quelques extras, comme le FOSDEM où j'ai pu aller l'an dernier en tant que spectateur en Belgique, à Bruxelles. Je vous ai aussi fait quelques extras sur la foire du trône, parce que l'excuse c'était parce qu'il y a des bornes d'arcade dans les fêtes foraines, mais c'était aussi l'occasion pour moi de vous parler d'autres sujets, quelques hors-sujets de temps en temps. Il n'y en aura pas beaucoup, mais de temps en temps il y en aura pour vous présenter des choses qui m'intéressent. Ensuite, je vous ai parlé des émulateurs. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai particulièrement peaufinée, parce que je voulais faire un aperçu global des émulateurs en général. Donc pas seulement sur l'Atari ST, et donc pour montrer à la fois leurs intérêts, notamment le fait de pouvoir émuler quasiment n'importe quelle machine, pour retrouver des machines qu'on avait oubliées, retrouver aussi des jeux bien sûr,
et aussi retrouver des machines un peu améliorées, notamment par rapport je pense par rapport au snapshot, qui permettent de sauvegarder les parties de jeu en cours, les retrouver à tout moment. C'est des fonctions assez intéressantes qu'on n'avait pas à l'époque quand on jouait sur les ordinateurs ou sur les consoles. Pour le développement aussi, c'est très intéressant, par exemple pour les émulations de disques durs. Donc ça permet très facilement d'utiliser un cross-compilateur pour compiler des programmes sur PC et tester en un clic sur l'émulateur immédiatement. Et si on en a besoin, faire des sauvegardes pour pouvoir, par exemple, si on développe un programme qui plante, et avec un snapshot, on revient immédiatement en arrière. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et ensuite, j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet avec la programmation assembleur. Alors l'assembleur, je sais que c'est un sujet qui est pas très facile, parce que c'est vraiment d'abord le langage des microprocesseurs. Mais pour faire des démos ou des jeux qui sont rapides, c'est un langage assez incontournable sur Atari ST. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ça. Donc ce sont pas je vais pas vous faire des cours d'assembleur cours d'assembleur pour débutants, pour apprendre à programmer, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup, et notamment, comme dit le Glaude, les fameux cours de Féroce Lapin, qui étaient super, bien sûr, je les avais lus à l'époque. Je me souviens pas je sais pas si j'ai tout lu à l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais lu le début, et j'avais été aussi frappé par la pédagogie de ces cours, parce que ça permettait vraiment de bien comprendre les choses. Et donc simplement, je voulais vous montrer quelques bonnes pratiques. Alors pour ceux qui connaissent l'assembleur, vous avez peut-être été étonné de voir beaucoup de trappes dans mes programmes. Je vous ai montré comment utiliser le GEMDOS, comment afficher les chaînes. Il y a beaucoup de trappes, et les connaisseurs ont pu peut-être se demander pourquoi je ne passais pas en mode superviseur. Donc ça, je le ferai après, mais c'est pour vous montrer comment sur Atari ST, on peut programmer au niveau de chaque couche. Par exemple, là j'ai commencé à vous montrer les couches du GEMDOS pour afficher les caractères, les couches du XBIOS pour accéder à l'écran, et ensuite on pourra accéder directement au hardware. C'est aussi l'un des gros intérêts de l'Atari ST. Ça montre qu'un système d'exploitation a plusieurs couches, et que donc on peut attaquer le système à plusieurs niveaux. Donc il n'y a aucun problème, on peut utiliser une méthode ou en utiliser une autre. Le principal, c'est juste de savoir ce qu'on fait. Voilà. Donc j'ai commencé simplement par vous montrer comment afficher un Hello World. Ensuite, je vous ai parlé des modes vidéo de l'Atari ST, parce que la plupart des jeux sont en basse résolution, mais il n'y a pas que ça. Et ensuite, je vous ai montré comment afficher une image. Comment sauvegarder et restaurer le mode vidéo, parce que quand on se retrouve avec un assembleur qui est tout cassé, il faut pouvoir retomber sur ses pattes, donc c'est mieux quand on fait les choses proprement. Et donc dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment transférer des lignes, comment transférer des pixels, et puis ensuite comment faire des animations, et ensuite on pourra faire des choses qui sont un peu plus sympas. Alors tout ça, c'est des choses que je connais, parce que j'ai déjà lu beaucoup de choses, c'est des choses dont j'ai pu lire beaucoup de choses, ou pratiquer en bricolant un petit peu, mais en fait, moi-même, j'ai jamais fait de programme utile, ou de démo, ou de jeu. Et je me suis dit que le fait de reprendre des vidéos, le fait de faire des cours sur des points particuliers, ce sera l'occasion d'avancer avec vous sur ces sujets. Donc ça, voilà, ce sera pour moi l'occasion d'avancer. Donc le fait de partager tout ça avec vous, ça sera, on va dire, une bonne raison de se remettre à programmer sur ces vieilles machines. Le problème, c'est que toutes ces vidéos, ça me prend énormément de temps. Alors, c'est vrai que mes vidéos sont assez espacées, donc ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, pour éviter ça, parce que je veux surtout pas baisser la qualité des vidéos, j'ai commencé à faire quelques vidéos à l'arrache. Donc, les vidéos à l'arrache, elles sont pas du tout préparées. Mais donc le gros intérêt, c'est que vu que c'est pas préparé, ou à peine, je peux les faire assez vite. Donc ça me permet de parler de divers sujets.
Donc ça, voilà, c'est surtout ça l'intérêt. Les sous-titres aussi, les sous-titres des vidéos en anglais me demandent aussi beaucoup de temps. Et donc je tiens à faire des sous-titres de qualité, à la fois en français et en anglais. Et donc pour les vidéos à l'arrache, hein, j'ai décidé de ne pas faire de sous-titres, tout simplement parce que c'est voilà, du temps gagné. Par contre, tous les sujets que j'aborde sur les vidéos à l'arrache, je pense qu'un jour ou l'autre, hein, je les reprendrai et je vous ferai des vidéos un peu plus synthétiques, un peu plus courtes et qui seront traduites. Voilà, donc toujours quelques hors-sujets par rapport à des bricolages. Et puis voilà. Donc voilà pour les vidéos actuelles. Donc je vous parlerai tout à l'heure des prochaines vidéos. Je tenais juste, tant qu'on est là, à vous montrer donc les playlists que vous avez peut-être pas vues. En fait, j'ai fait des playlists pour regrouper à la fois mes vidéos par thème, mais aussi d'autres vidéos qui m'intéressent. Donc vous voyez qu'ici on a une playlist live qui va sûrement s'étendre au fil des années. Une playlist interview dans laquelle il y a des interviews de développeurs de la grande époque, vraiment qui m'ont touché. Les vidéos à l'arrache, etc. Donc je vous laisserai découvrir tout ça avec différentes playlists. Donc je vous laisserai voir tout ça. Donc voilà, j'essaye de ranger un petit peu les choses là-dedans pour qu'on s'y retrouve. Voilà, donc je vous ai montré tout ça. Donc en même temps, je jette un petit coup d'œil aux commentaires. Donc je vois que vous êtes maintenant 29 sur le live. Donc je dis bonsoir à tous les nouveaux venus, parce que vraiment ça me fait, je vous le dis encore, mais ça me fait vraiment très plaisir de vous voir ici donc je peux pas vous voir, mais de savoir que vous êtes avec moi ici sur le live. Donc ça me fait vraiment à nouveau très plaisir. Oui, je vois les derniers commentaires de Le Glaude et de David. Le Blitter, les halftones. Alors oui, à l'époque, pour vous parler un petit peu du Blitter, comme je vous ai dit, donc à l'époque, quand j'ai acheté mon Atari, c'était donc un Atari STE qui avait un Blitter. Et donc à cette époque, le STE était fourni avec l'Omicron basique. Et en fait, c'était un très bon basique. Alors j'ai l'impression d'être un peu l'un des seuls fans de l'Omicron, parce qu'en fait à l'époque c'était vraiment le GFA basique qui avait le plus de succès. Mais comme le STE était fourni avec l'Omicron basique, j'avais passé beaucoup de temps à apprendre l'Omicron basique. Bon, merci Weber. Et merci Auto-École Olivier. L'Omicron, je vois je suis pas le seul fan de l'Omicron basique. Du coup, je ferai peut-être un jour quelques vidéos dessus. Parce que bon, c'est vraiment avec lui que j'ai appris à programmer sur l'Atari ST. Et je m'étais attelé à la programmation du Blitter en Omicron. Et donc c'était pas très simple. C'est aussi l'époque où j'ai appris l'assembleur. Et donc j'avais fait quelques routines en assembleur que j'appelais en Omicron. Donc c'était l'occasion de faire quelques bidouilles. Et donc par la suite, j'ai pas du tout repris la programmation du Blitter. Donc autant vous dire que le Blitter, je ne l'ai pas programmé depuis 20 ans. Donc pour faire des vidéos, il faudra réviser. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais vous parler des prochaines vidéos. Alors tout d'abord, celle qui est vraiment en cours depuis des mois, c'est une vidéo sur Steam. Donc Steam qui est vraiment sans conteste l'émulateur Atari ST le plus populaire, qui fonctionne sous Windows mais aussi sous Linux. Donc Steam est vraiment, c'est vraiment un super émulateur qui est vraiment convivial et pratique. En fait, j'avais commencé à envisager une vidéo sur le sujet de Steam en septembre. Et vous voyez, là, on est déjà en avril. Donc j'ai fait d'autres choses, j'ai aussi pris du retard. Donc là, ça a bien avancé. Ça sera une vidéo un peu longue, parce qu'actuellement, j'en suis à 16 minutes et je suis loin d'avoir fini. Donc ça fera peut-être une vidéo qui fera 25 minutes. Ça fera peut-être une demi-heure, mais donc ça va me prendre beaucoup de temps, mais ça sera une vidéo qui passera sur tous les aspects de Steam.
Et ensuite, je continuerai sur les émulateurs, toujours sur l'Atari ST. Je vous referai une vidéo sur Atari, qui est aussi un excellent émulateur, qui a vraiment il est extrêmement précis. Sur Steam SSE, bien sûr, qui est le successeur de Steam. Et aujourd'hui, par exemple, sur mes deux PC, je ne peux pas passer en plein écran avec Steam. Donc je pense qu'il y a un problème avec les versions récentes de Windows. Et par exemple, c'est un bug qui a été corrigé sur Steam SSE. Donc clairement, aujourd'hui, Steam SSE est totalement incontournable. Parmi les émulateurs moins connus, je vous parlerai de Aranim. Aranim qui veut être en fait une machine virtuelle et qui prend vraiment tout son sens avec Mint. Avec Mint et FVDI. Donc Mint qui est un système d'exploitation multitâche pour l'Atari ST. Et donc FVDI qui permet d'avoir des modes vidéo étendus avec avec Aranim. Ce qui fait que quand on a une distribution comme Afros ou comme Minipack, ça permet d'avoir un Atari ST avec un affichage émulé sur PC qui est tout à fait moderne avec des modes vidéo en 32 bits, donc un affichage tout à fait moderne. Donc je vous parlerai vraiment de ces émulateurs, mais je vous parlerai aussi de WinUAE, donc WinUAE qui est l'émulateur Amiga incontournable, qui lui aussi est extrêmement configurable. Je vous parlerai de tout ça, et notamment de leur débugger, parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas sur les vraies machines, puisque les émulateurs permettent de gérer un débugger externe à la machine, et donc ça permet vraiment de voir l'état des machines. Et j'avais vu notamment quelques débuggers pour console, je pense par exemple à MapIVM pour la Game Boy Advance, qui m'avait totalement bluffé, puisque cet émulateur en temps réel permet de voir l'état des circuits graphiques et de voir un petit peu le contenu de la mémoire qui bouge en temps réel. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment bluffé. Donc c'est des choses que je compte vraiment vous montrer. Pour l'assembleur, on m'a plusieurs fois posé la question, pourquoi est-ce que j'utilise un DevPack 2 sur Atari ST, mais pas DevPack 3. En fait, l'explication elle est toute simple. C'est tout simplement parce que j'ai acheté DevPack 2 à l'époque. Donc je l'avais acheté d'occasion, certainement sur le 3615 RTL ou quelque chose comme ça. Et donc ça m'avait permis d'avoir à la fois la disquette de DevPack 2, mais aussi le manuel, puisqu'il était fourni avec un classeur qui avait une doc qui était particulièrement bien faite, en français. Et donc ça m'avait permis d'apprendre à maîtriser cet outil. Donc c'est pour ça que je continue à vous montrer, je continue à utiliser DevPack 2, et bien sûr vous pouvez tout à fait utiliser d'autres assembleurs pour tester les programmes, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs je suis très content d'avoir vu Monos sur sa chaîne, que je salue au passage, qui utilise DevPack 3, et qui montre tout à fait qu'on peut utiliser n'importe quel assembleur, on peut utiliser son assembleur favori. Une fois qu'on a compris comment les choses marchaient, en fait, on peut utiliser n'importe quel outil. C'est plus du tout un problème. Donc, dans les autres vidéos, je vous ai dit que je vous parlerai aussi des manipulations d'images. En fait, j'en profite pour faire un petit aparté. Il y a une chaîne qui m'a vraiment bluffé sur YouTube. C'est la chaîne Game Hut, où c'est vraiment le développeur nous montre comment il a utilisé des bidouilles sur Mega Drive, notamment sur... à l'origine, il avait fait des démos sur Amiga. Il avait aussi utilisé des bidouilles de style démo pour faire des effets spéciaux sur Mega Drive. Et il a fait des vidéos qui sont vraiment très didactiques en anglais, en assembleur 68000. Donc vraiment, pour moi, ça a été un modèle. Quand j'ai vu ces vidéos-là, je me suis dit, je veux absolument faire la même chose sur l'Atari ST en français. J'en profite aussi pour vous parler, en fait je vous parle de tout ce qui me passe par la tête. J'ai choisi de faire mes vidéos en français. Parce que, en fait, il y a déjà un certain nombre de choses en anglais. Par contre, en français, il y en a beaucoup moins. Et donc je me suis dit que
c'était l'occasion c'était l'occasion de faire du contenu en français. Et quand j'ai vu vraiment des chaînes qui sont excellentes comme Science Étonnante, comme la chaîne de Defecator, des chaînes comme ça qui sont en français et de très grande qualité, avec des tutos qui sont vraiment excellents et des explications, je me suis dit, je veux faire une chaîne dans le même genre. Cela dit, je ferai peut-être quelques extras, et sur certains sujets, je ferai peut-être quelques vidéos en anglais. Bon, ce sera très rare, mais peut-être que ça viendra sur des sujets très particuliers. Et dans tous les cas, ce sera sous-titré en français. Voilà, mais je tenais quand même à faire une chaîne en français. Et puis ça fait toujours plaisir d'entendre parler en français sur YouTube. Voilà, donc je continue. Je vois passer Yaronet dans les commentaires. Yaronet est bien sûr un forum en français. Donc je compte aussi faire une vidéo sur les différents endroits où on peut discuter Atari actuellement sur Internet. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait été suggéré dans un commentaire de l'annonce. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs forums, donc je pense en particulier à Atari Forum, sur lequel il y a beaucoup de discussions en anglais. Il y a aussi un certain nombre de mailing lists, il y a le forum Yaronet, donc il y a quand même un certain nombre d'endroits où on parle encore beaucoup d'Atari aujourd'hui. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée. Donc je vous ai déjà parlé de la programmation, donc ça on va continuer. Mais il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est la musique. Ben oui, parce que vraiment l'Atari ST, c'était vraiment une super machine pour faire de la musique. Donc quand je pense à la musique, donc je pense d'abord au module, je pense à ProTracker. Donc je sais très bien que les modules viennent de l'Amiga. Mais j'ai vraiment été bluffé de voir les conversions sur Atari ST, d'abord avec Noise Tracker, ensuite avec ProTracker, puis ensuite il y en a eu d'autres. Mais le fait de voir que sur un STE, ou même sur un ST, qui ont des circuits sonores qui sont clairement moins performants que l'Amiga, quand même, les programmeurs sur Atari ont réussi à faire des logiciels de musique qui tiennent vraiment la route, et qui a un son qui est vraiment, un son qui n'était pas ridicule à l'époque. Donc vraiment la musique sur Atari ST, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et Maximizer, évidemment. Alors sauf que lui, évidemment, je le connais, puisque c'est le logiciel que tous les musiciens utilisent aujourd'hui. Par contre, comme ça fait très 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 longtemps que j'ai pas touché à la musique, malheureusement j'ai pas utilisé Maximizer, je l'ai pas utilisé. Je l'ai testé pour voir un peu ce que ça donnait. J'ai vu qu'il était super complet, il y a plein d'options dans tous les sens. Il permet vraiment de faire des trucs super, des seed voice, il permet de faire de tout. Mais bon, malheureusement on peut pas tout faire, et donc je pense que je m'y remettrai. Le logiciel que j'ai le plus adoré, vraiment, c'était concernant le Sound Chip, cette fois-ci, puisqu'il y a aussi des chip trackers. Je pense à... comment s'appelle-t-il? C'est Megatizer. Megatizer qui était fourni sur l'une des disquettes d'STMag, et avec lequel j'ai vraiment découvert le Sound Chip, et que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, un petit clin d'œil, si vous avez bien écouté ma vidéo de l'annonce des 500 abonnés, j'ai mis une musique de fond, et en fait il y avait un petit clin d'œil. En fait cette musique-là, c'est un sound chip que j'avais fait à l'époque avec Megatizer. Et donc comme c'était l'un des sound chips qui tenait à peu près la route, je vous l'ai mis en musique de fond. Donc il y aura quelques vidéos sur la musique, et bien sûr encore mieux sur le mélange entre la musique et la programmation, puisque c'est là-dessus que sur l'Atari ST on peut s'éclater le plus. Et oui, je réponds à Webar. Tout à fait, je ferai un tuto sur ce que je connais des chip trackers, notamment en commençant par parler de ce que c'est faire le sound chip, le YM2149, pour voir un petit peu comment ça se passe dans les logiciels de musique. Donc je vous montrerai aussi comment ça se passe. Donc je vous montrerai la technique, et ensuite je suis sûr qu'il y a plein de super musiciens parmi vous qui pourront exploiter tout ça pour faire des trucs super.
Donc je continue ma liste parce qu'en fait, ouais, j'ai vraiment une liste de futures vidéos énormes à faire. Donc je sais pas si, je pense que ça va prendre des années et des années, mais bon, c'est ce qu'il faut. Je ferai petit à petit ces vidéos. Quand je reviens aux disquettes, bon, bien sûr je vous ai parlé aux disquettes, mais de nos jours les disquettes déjà elles sont plus fabriquées. C'est vraiment le médium du siècle dernier. Aujourd'hui, clairement les outils utiles, hein, ce sont les Gotek par exemple, qui permettent de remplacer les lecteurs de disquettes par des clés USB, mais aussi Ultrasatan. Alors moi j'ai pas d'Ultrasatan, mais je sais que c'est vraiment un outil super pour simuler des disques durs sur Atari ST. Par contre, j'ai un Gotek que j'utilise aujourd'hui sur Amiga. Mais je ferai des vidéos aussi pour montrer un peu comment ça s'utilise dans l'Atari ST parce que c'est vraiment incontournable aujourd'hui. Je vous parlerai aussi des outils, parce que c'est bien beau de faire des trucs sur les vieilles machines. On a toujours besoin d'outils modernes et actualisés. Je pense par exemple à Notepad++, qui est mon éditeur de texte favori, dans lequel que j'utilise tous les jours pour faire des programmes. C'est avec lui que je programme pour Emutos. C'est aussi avec lui que je travaille au quotidien. Donc c'est vraiment mon outil favori. Donc je vous ferai une vidéo sur Notepad++. Et aussi sur certains outils qui sont super. Je pense par exemple à Audacity, qui est un outil qui est super classique pour faire du traitement audio. Le traitement audio, ben, je me rappelle qu'à l'époque de l'Atari ST, j'étais super content parce que j'avais acheté la carte ST Replay 16 qui permettait vraiment de faire des enregistrements de qualité en 16 bits. Alors là, j'ai halluciné parce que pouvoir digitaliser des sons soi-même à l'époque, c'était pas commun. Et donc déjà pouvoir les digitaliser avec un Atari et les rejouer en bonne qualité, c'était assez exceptionnel. Donc à l'époque, j'utilisais l'outil qui était fourni avec ST Replay 16. Et aujourd'hui, ben, on peut faire le même genre de choses beaucoup plus rapidement avec Audacity, par exemple. Dans un tout autre sujet, je vous parlerai de tout ce qui est Mint, parce qu'en fait, tout ce qui est le monde Mint sur Atari, c'est quelque chose d'un peu particulier. On va dire que c'est une communauté un peu particulière, qui ne voit pas l'Atari ST comme une machine pour jouer, mais principalement pour faire fonctionner des utilitaires, et notamment le noyau Mint, qui est un noyau multitâche. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec la communauté Mint depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans en fait, et notamment avec le compilateur GCC. Bon, tout ça c'est des choses un peu particulières, mais je tiens vraiment à vous les montrer. J'ai aussi quelques curiosités sur l'Atari ST, des trucs que j'ai découverts au fil des années. Je vous montrerai ça, je vous en parle pas maintenant, mais j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça en détail. Des curiosités qui montrent que, ah oui, ben sur Atari ST, on trouve des programmes qui sont assez étonnants, quelques-uns. Des outils toujours qui tournent autour des disquettes, de l'hexadécimal, ça tournera autour de tout ça. J'ai aussi quelques autres idées, mais que je garde secrètes. Pour revenir sur l'Amiga, je vous parlerai, j'en parlerai quand même un peu. Je vous parlerai de l'Amiga et surtout de la carte Vampire. Donc la carte Vampire qui contient un processeur 68080 qui fonctionne avec un FPGA. Et le gros intérêt, c'est que ce processeur, il est extrêmement rapide. Donc peut-être qu'un jour, ça fait longtemps que tous les Ataristes y pensent, peut-être qu'un jour ce processeur 68080 pourra fonctionner sur les machines Atari. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'Apollo Team a dit qu'elle s'y intéressait. Donc bien sûr d'abord elle traite tout ce qu'elle a traité sur Amiga, mais peut-être qu'un jour on verra un 68080 sur Atari. Ça ne sera pas pour demain, ni pour après-demain, mais peut-être qu'un jour ce sera possible. Et je salue Adrien, que je vois passer sur le chat. Donc je vous parlerai de tout ça, mais principalement de l'Atari. Je vous parlerai aussi d'une autre machine, c'est le Firebee, ou on peut dire aussi la Firebee, c'est comme on veut. Donc c'est une machine qui est un Atari à base de processeur Coldfire.
sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps à l'époque de son développement, donc au début des années 2010. Et donc, ça m'a permis aussi de découvrir énormément de choses, y compris au niveau de la programmation et aussi quelques autres curiosités. Donc, c'est vraiment une machine qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et que je souhaite vous montrer. Donc, je continue ma liste parce qu'il y en a il y a vraiment plein de choses. Donc, j'ai aussi... Alors, moi... en fait, pour vous dire un peu comment ça s'est passé, l'Atari ST, ça a été mon ordinateur principal jusqu'en 1997. En fait, j'ai acheté mon STE, c'était en 1992. Et donc, jusqu'en 1997, vraiment, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec l'Atari ST. Donc, c'était mon ordinateur principal. Je l'ai utilisé pour travailler, mais aussi pour apprendre le BASIC, pour apprendre l'assembleur, mais aussi pour apprendre le langage C, et aussi pour apprendre Unix, pour apprendre le shell avec Bash, ou même KSH à l'époque. Tout ce que j'apprenais, je pouvais le faire aussi à la maison sur mon Atari ST. Donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Mais au niveau puissance, voilà, un ST ça reste un 68000 à 8 MHz. Donc j'ai fini comme tout le monde par passer sur PC. Donc en fait, je connais très bien le développement sous Windows, donc ça sera aussi l'occasion de faire des vidéos dessus sur quelques sujets. Et donc j'ai totalement laissé de côté le monde Atari pendant de nombreuses années, pendant plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai eu envie de m'intéresser à GCC, comme je vous l'ai dit, c'était pour programmer sur la Game Boy Advance. Et comme je connaissais pas GCC, je me suis dit, je vais m'intéresser à GCC, et je vais voir qu'est-ce qu'il existe comme GCC pour Atari. Et donc c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps à faire marcher GCC pour Atari, que je me suis intéressé aux Cross Tools. Et ensuite, donc, j'ai rejoint la communauté Mint, et par la suite, la communauté du Firebee, et ensuite la communauté Emutos, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Donc même si aujourd'hui je considère vraiment que l'Atari ST c'est une machine rétro, ça reste quand même une très bonne machine, déjà par nostalgie, parce que ça fait toujours plaisir, mais aussi comme cible pour faire du développement embarqué. Voilà, c'est quelque chose de toujours très intéressant. Donc je vous parlerai de tout ça. Je pense que je ferai quelques cours un peu théoriques sur des choses comme tout simplement comme l'algèbre de boules, sur les true false, les tables de vérité. Mais bon, c'est quelque chose qui a été fait, refait, expliqué, réexpliqué. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là parce que d'autres l'ont fait et l'ont très bien fait. Donc je pense que je ferai juste quelques petits résumés sur certaines notions théoriques comme ça, mais dans mes vidéos, ce sera toujours en pratique. Normalement, pour la plupart des vidéos, ce sera toujours des vidéos pratiques. Pour continuer dans le développement, il y a un truc incontournable, je vous parlerai de Git. Git qui est l'outil de gestionnaire de sources qui est vraiment très populaire et incontournable aujourd'hui. Donc que ce soit, principalement pour les développements d'aujourd'hui, les développements d'actualité d'aujourd'hui, mais ça reste un outil qu'on peut utiliser pour faire du développement de rétrocomputing. Par exemple, les projets sur lesquels je participe, notamment Emutos, FreeMint, sont passés à Mint il y a quelques années, sont passés à Git il y a quelques années. Donc c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Donc Git n'est pas vraiment facile d'accès. C'est un outil qui est super, en fait, qui est simple en interne, mais qui demande une certaine habitude. Donc quand on prend les bonnes habitudes dès le début, vraiment on voit que ça se passe très bien. Donc je vous parlerai de tout ça. Je ferai aussi quand même quelques hors-sujets sur les jeux, parce que comme j'ai déjà fait, vous avez vu, j'ai fait un live sur... pas un live, j'ai fait simplement une vidéo sur Lethal XS, parce que clairement c'était mon jeu favori sur l'Atari ST. Je pense que aussi je ferai quelques vidéos sur quelques autres jeux qui m'avaient vraiment marqué sur l'Atari ST ou sur d'autres machines. Je pense notamment à la Super Nintendo, qui est vraiment
ma console favorite. Donc je pense qu'à l'occasion, je ferai quelques vidéos sur des jeux, et peut-être même occasionnellement des lives. Mais je dois vous avouer que vraiment, de nos jours, je ne joue quasiment plus. Donc, voilà, si je fais des lives ou des vidéos sur les jeux, ce sera pour le fun. Mais aujourd'hui, vraiment, je joue quasiment plus. Mais bon, ça sera l'occasion de s'y remettre. Je vois une question qui passe. Quelle est la config typique d'un Atari? Ça me permet aussi de souligner le fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de config typique d'Atari, parce qu'en fait, il y a les utilisateurs de ST-STE, comme moi. En fait, j'étais utilisateur d'ST-STE à l'époque, hein, mais bon, je ne le suis plus depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis utilisateur d'émulateurs. Il y a ceux qui sont arrivés après et qui ont eu la chance d'avoir un Falcon, donc c'était déjà une machine qui était beaucoup plus puissante et qui avait des utilitaires, notamment des utilitaires graphiques qui étaient plus sympas, qui avaient plus de mémoire. Ensuite, il y a eu les clones qui sont arrivés, qui ont été parfois moins compatibles que les Atari d'origine, mais qui avaient plus de mémoire et qui étaient plus puissants, donc qui étaient mieux pour faire fonctionner les utilitaires. Donc je pense par exemple aux machines Medusa ou Milan. Ensuite, notamment le clone plus récent, le Firebee, qui lui aussi est rapide, mais bon, qui a aussi ses limitations. Donc en fait, il y a plusieurs communautés différentes sur Atari. Donc ça aussi, je pense que c'est des choses que je développerai par la suite. Je continuerai à vous parler de toute façon de Windows, des outils sous Windows, de Linux, il y en aura, mais aussi de ce que j'adore, c'est-à-dire Cygwin, où on retrouve les commandes de Linux sous Windows, parce que vous le savez, le mélange des genres, ça c'est quelque chose que j'adore. On m'a aussi beaucoup parlé de la couche Linux pour Windows. Alors je l'avais utilisé il y a... Je sais plus, c'était il y a quelques années, à l'époque où il y a eu la première version, et donc j'avais été étonné de voir que les binaires des CrossTools pour Ubuntu fonctionnaient parfaitement sous Windows. J'ai pas essayé la dernière version, donc tôt ou tard, j'essaierai la dernière version, et bien entendu, ça pourra donner lieu à des vidéos. Donc il y aura de tout ça, plus des vidéos diverses, plus des vidéos surprises, plus des vidéos hors sujet. Il y aura de tout ça sur la chaîne. Bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner, bon, à la chaîne YouTube, c'est déjà fait bien sûr, mais de vous abonner aussi à la page Facebook, sur laquelle je poste bien sûr les vidéos de V-Retrocomputing, mais aussi d'autres... à chaque fois que je vois des trucs sur Internet, dans mon fil d'actualité, des choses qui sont intéressantes, des bidouilles dignes d'intérêt, je les reposte sur la page Facebook, parce que c'est l'occasion de faire découvrir des choses. Voilà, je vois que ça fait déjà 5 à 4 minutes que je vous parle. Dites donc, j'espère que... Je vois que vous êtes encore 29 à me suivre, donc ça va, c'est que je vous ai pas trop saoulé. Et maintenant, je peux en profiter pour répondre à vos questions. Donc je vous laisse vous lâcher sur les commentaires. Je vais en profiter pour remonter un petit peu dans les commentaires, parce qu'il y en a des milliards qui sont passés. Je vois la Bible Atari qui parle de projets de navigateurs modernes sur STE. Alors en fait, le navigateur moderne, c'est NetSurf. Le problème, c'est qu'il est assez lourd. En fait, il y a eu beaucoup de travaux pour faire marcher NetSurf sur le Firebee, sur lequel il fonctionne de manière honorable. Il me semble qu'il permet même de surfer sur Atari Forum. Par contre, j'ai même pas essayé de le faire tourner sur ST, parce qu'entre la lenteur du processeur et la consommation de mémoire, c'est même pas la peine, quoi. Mais avec des machines très rapides, comme par exemple un Falcon avec CT60 ou Firebee, et si on n'est pas trop pressé, utiliser NetSurf, c'est possible. Il y a aussi, oui, je pense aux événements
Atari, mais pas que. Là, en septembre, j'ai eu le plaisir d'aller à l'Alchimie. En fait, c'était la première fois que je sortais dans un événement de ce type, on va dire rencontre Atari, démo party, récréation numérique. Donc c'était la première fois que je sortais de chez moi pour participer à un événement de ce style. Et franchement, j'ai adoré, parce que franchement, déjà, je remercie encore tous les organisateurs de l'Alchimie, parce que j'ai vraiment constaté que c'était vraiment super bien organisé. Euh, donc c'était sur 3 jours, c'était vraiment super bien organisé, donc les organisateurs ont vraiment fait un super boulot. Donc vraiment, je vous recommande vraiment l'Alchimie, parce que ben, j'ai pu tester et c'était vraiment bien. Puis ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, ça m'a permis de faire, ben, bien sûr, c'était l'occasion de rencontrer euh, des gens que je connaissais, avec qui j'avais un petit peu discuté à l'écrit avant, mais aussi de rencontrer d'autres personnes que je ne connaissais pas et de découvrir de nouvelles personnes. Donc vraiment, c'était super. Donc, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup pour des conventions, mais vraiment, ça a été un tel bon moment à l'alchimie que bon, j'y reviendrai peut-être pas tous les ans, mais je pense que occasionnellement, j'irai faire quelques tours sur d'autres conventions. Et donc, bien sûr, ce sera l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et certainement de rencontrer un certain nombre d'entre vous. Voilà. Et l'ADN, bien sûr, bah, tout ça, c'est des choses que je connais de nom, dont j'ai vu quelques vidéos, mais toutes ces conventions-là, je vous dis que tôt ou tard, bon, peut-être pas à chaque fois, mais je pense que j'irai les découvrir pour découvrir tout ça. Donc je continue à faire je continue à faire défiler les commentaires. Tant que j'y suis, oui, j'en profite pour remercier. Alors là, c'était pas une convention de vieilles machines. J'en profite pour remercier Joanne Tolin, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, désolé, qui est en Suède et qui m'a gentiment invité pour Fos North l'année dernière. Et donc, ce qui m'a permis de parler de tous ces sujets, de tout ce que je viens d'évoquer, devant un public qui était vraiment super sympa, en Suède, en anglais. Donc ça a été vraiment une super expérience. Donc je remercie vraiment Joanne pour cet événement, parce que ça a vraiment été super. Donc je continue à remonter un petit peu les commentaires. Donc dites donc, je vois que vous vous êtes lâchés, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut. On est là pour se faire plaisir. Je vois aussi qui est mentionné Mister. Alors Mister, ouais, c'est une super machine, puisque c'est une machine à base de FPGA qui permet de faire marcher des corps sur beaucoup de machines. Alors aujourd'hui, j'ai pas prévu d'acheter cette carte Mister, mais parce que bon, j'ai des milliards de choses à faire. Mais c'est quand même un projet super intéressant. Donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai, parce que vraiment c'est une machine qui est super flexible, donc je pense qu'un jour peut-être que je m'y mettrai. Donc voilà pour ça. Je vous parlerai aussi de différentes cartes, parce qu'il y a quelque chose, je vous ai parlé d'Emutos, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Emutos, et l'une des choses que j'ai faites sur Emutos, c'était le portage sur le Firebee à base de processeur Coldfire. Donc porter un système d'exploitation sur un autre processeur, donc c'était pas vraiment une mince affaire, mais bon, en s'y prenant petit à petit, ça a fini par fonctionner. Et donc ça a été aussi l'occasion de faire Emutos pour du non-Atari hardware, c'est-à-dire Emutos pour des machines non-Atari. Et ça marche étonnamment bien. Et donc Emutos peut fonctionner notamment sur des cartes d'évaluation. Donc j'ai 2 cartes qui n'ont aucun matériel Atari, qui sont basées sur des 68000 ou Coldfire. Et ça marche. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment surprenantes. Et donc je vous parlerai clairement de ça en détail. Je continue de remonter
de remonter le fil. Alors le MIDI, alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du MIDI, mais j'ai prévu de faire un petit clin d'œil pour le MIDI dans la vidéo de Steam, parce que j'étais assez étonné, parce qu'il se trouve que tout à fait par hasard, j'ai acheté une interface MIDI USB de très mauvaise qualité au passage, mais c'est pas grave. Pile au moment où j'étais en train de travailler sur la vidéo de Steam, et j'ai constaté que le MIDI fonctionnait bien avec Steam. Donc c'est assez marrant de voir Steam qui pilote des machines MIDI depuis un émulateur, ça marche très bien. Donc ça sera l'occasion de parler de ça. Donc je ne suis pas du tout spécialiste MIDI, mais bon, ça sera l'occasion d'en parler un petit peu. Je vois bien sûr, tout à l'heure je vous ai parlé de Megatizer, et donc je tiens vraiment à faire un hommage à son auteur, Jedi de Sector One, parce que je vous ai vraiment dit avec son éditeur Megatizer, il m'a vraiment bluffé. Donc j'ai pas eu l'occasion de le croiser dans la vraie vie, mais je compte bien le croiser un jour. J'espère bien le croiser un jour. Et d'ailleurs, pour parler de la vraie vie, j'en profite pour faire aussi un petit bonjour au MJJ Prod. Donc salut MJJ Prod, que j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer à l'Alchimie. Bon, parce que pour moi, tout ça, c'était des noms mythiques que j'avais vus, bien sûr, dans les greetings de diverses démos. Et donc, le fait de voir les personnes en vrai, c'est vraiment autre chose, quoi. Ça m'avait fait, j'étais un petit peu impressionné, voilà. Donc, je continue de remonter les commentaires. Donc, je suis désolé, mais je les lis à l'envers. Et puis, bon, je les vois pas tous. Donc, je dis... Ah oui, il y en a vraiment un paquet. Donc, je redescends tout en bas, hein, parce que je pense que depuis que je déblatère, vous avez dû me mettre d'autres commentaires. Alors, je vois Daniel qui me demande une vidéo pour commenter une petite partie du code source des Mutos. Est-ce que c'est réalisable? Mais ben oui, tout à fait, bien sûr. Donc ça fait vraiment des choses hein, dont je souhaitais vous parler dès le début, mais je me suis dit, si j'ouvre une chaîne et que je vous parle de choses de ce genre à partir de zéro, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort? Donc c'est des choses que j'ai bien sûr prévu de faire parce que c'est important pour moi, mais ce sera pour un peu plus tard. Et donc justement, les sources des Mutos, ce sera l'occasion de vous parler de Git, de voir que quand les sources sont bien rangées dans un gestionnaire de sources, et on peut y accéder très facilement, remonter dans l'historique, voir qui a fait quoi, quand on a un bug, voir quand est-ce que ce bug est arrivé, pourquoi il est arrivé, donc ça permet de l'aider à le corriger. Donc vraiment tout ce qui est gestionnaire de sources, et notamment Git, pour du développement professionnel aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument incontournable. Donc oui, clairement, on bossera sur le source des Mutos. Ça fait partie de mes objectifs principaux. Je retourne sur les commentaires. Oh là là, il y en a plein. Par rapport à l'évolution du TOS, en effet, emuTOS, c'est une évolution possible, mais clairement, il faut voir emuTOS comme un cousin du TOS, par exemple, sur mon vrai Atari. Ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, d'enlever la ROM du TOS 162 pour mettre uniquement emuTOS à la place. Ça n'a pas de sens. Par exemple, il y a beaucoup d'anciens jeux qui sont écrits. J'aime pas dire hein, qu'ils sont mal écrits. C'est simplement, c'était des jeux à l'époque qui fonctionnaient très bien avec les ROM d'origine. Par exemple, certains jeux qui allaient se reloger dans des zones de mémoire qui étaient inutilisées par le TOS et qui donc fonctionnaient parfaitement avec certaines versions du TOS, mais qui du coup ne fonctionnent plus avec d'autres versions du TOS, et notamment emuTOS. Donc c'est pas grave, hein, ça a été fait comme ça. Donc moi je dis simplement, si on veut retrouver certains anciens jeux, il suffit simplement d'utiliser la version du TOS pour laquelle les jeux ont été conçus à l'époque. Par contre, maintenant avec du recul, il y a aussi un problème, c'est que les documentations Atari à l'époque n'étaient pas... elles n'étaient pas forcément très, très claires. Des fois, il y avait des non-dits, il y avait des choses qui étaient pas forcément explicites. Et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ce qui fait que l'information
circulait pas autant. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous, je fais un coucou à tous les anciens de RTL, le 3614 RTL sur le Minitel à l'époque, où ça m'avait permis aussi d'apprendre un certain nombre de choses, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Internet, mais heureusement le Minitel avait pu nous permettre déjà de communiquer, voilà. Et j'en profite aussi pour faire un coucou à Screech, qui m'a gentiment fait tester son casque de réalité virtuelle à l'Alchimie. Et en fait, c'était juste sur la fermeture. Donc, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai testé un petit peu. Mais vu que c'était la fermeture, donc j'ai essayé juste pendant une dizaine de minutes. Et je remercie vraiment Screech pour m'avoir fait tester son casque. Voilà, écoutez, ça commence à faire. Ça fait quoi? Ça fait plus d'une heure que je vous parle. Donc je vous ai parlé de tous ces sujets. Voilà, donc vous savez ce que vous allez voir vous savez tout ce que vous allez voir sur Veretro Computing dans les années qui viennent. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il y aura un sujet chaud ou quelque chose tout simplement dont j'aurai envie de vous parler ou que vous m'aurez fait découvrir, j'hésiterai pas, comme je le fais déjà, à intercaler des vidéos par rapport à mon planning entre guillemets, parce que c'est toujours important de parler un peu de l'actualité, des choses intéressantes. 34 visionnages en cours, hein, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, ça continue d'augmenter. Mais bon, il va falloir quand même savoir s'arrêter, parce que je commence à avoir un petit peu soif. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais laisser ce live en ligne, je pense quelques jours. Je le laisserai peut-être en ligne. Je verrai si je le laisse en ligne ou si je le mets en non répertorié. En tout cas, il restera encore en ligne pour quelques jours pour ceux qui n'auraient pas pu le voir ce soir. Donc, je vous dis tout simplement au revoir et à la prochaine. Et surtout, je vous remercie encore de m'avoir suivi ce soir, parce que ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir pu voir tout ce live, d'avoir pu vivre ce live avec vous ce soir. A plus, et surtout à très bientôt.